Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cet épisode littérature qui sera consacré cette semaine à l'album le plus récent de chez Panini, donc qui est Star Wars, La Haute République. Cette fois-ci, il n'y a pas de sous-titres vu que c'est la série adulte de chez Marvel. Et là, on est sur le volume 2 de la phase 2. Fait que mêlez-vous pas. Je sais que je vois ça passer des fois sur des groupes, là, les gens sont tout mêlés entre qu'est-ce qui est... au moins que la Haute République, ils ont mis des couleurs différentes sur les logos. Donc, regardez le logo. Si c'est le bleu, c'est la phase 2, doré la phase 1 et noir la phase 3. Donc, comme vous voyez, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, on rejoint Jean à l'autre bout du pays. Ça va bien, Jean? Hello les amis, oui ça va super bien. Et tu viens de préciser le coup du code couleur, parce que je l'avais même pas remarqué, tu vois. Pour vrai? Oui, bleu, oui, effectivement, et noir. Oui, effectivement. Quand on va montrer les vignettes des émissions les plus récentes, tu vas voir, on a les 3 exemples. Donc, on a de la phase 1, de la phase 2, de la phase 3. Excellent. Bref, et je ne me suis pas présenté, ici, Francis en direct de Québec. Donc, les gens auront reconnu ma voix douce et suave et pas du tout teintée d'agressivité. Donc, avant d'aller plus loin, on va saluer notre partenaire littérature, comme à l'habitude, Star Wars Littérature Québec. On vous invite à rejoindre le groupe si ce n'est déjà fait. Venez jaser littérature. Et que ce soit du tout récent, du vieux, vous venez de découvrir un vieux roman dans un marché aux puces, là, ou une vieille BD, etc. Vous voulez jaser de tout ça. Il y a sûrement quelqu'un dans le groupe qui va l'avoir déjà lu ou récemment lui aussi, puis qui va vouloir en discuter avec vous. Fait que bref, rejoignez-nous sur le groupe Facebook. Ça ne coûte à rien, c'est plaisant que vous soyez du Québec ou non. Un petit WhatsApp rapide, Jean? Oups, Jean, on t'entend pas. Oui, pardon, je t'ai mute, désolé. Oui, donc 2-3 trucs. Là, récemment, j'ai fait un peu de rattrapage comics. J'ai lu le premier numéro de Throne Ascendancy, l'adaptation en comics de Throne. Non, qu'est-ce que je dis? Throne Alliance. Alliance, pardon. Pardon, il y en a trop. C'est 2 trilogies différentes. Et non, mais t'as raison. Il y a trop de livres Throne, c'est pour ça que je me perds. Non, c'est le Alliance, voilà, la fameuse Alliance Throne Dark Vador qui est sortie en comics. Ouais. Est-ce que tu as lu le premier issue qui est... J'ai lu le premier, effectivement, j'étais curieux de voir, et j'ai l'impression que et toi et moi et Loïc, j'ai lu ses commentaires aujourd'hui, même sur Discord, j'ai l'impression qu'on va avoir le même avis. Est-ce que c'est un avis concernant les graphiques? Ah non, moi j'ai bien aimé les graphiques. Ah, ok. Ben, tu vois, moi puis Loïc, on n'est pas dans la même équipe que toi. Là, bon. Assez déçu au niveau dessin. Ouais. Ah, ok, d'accord. Bon. Écoute, moi, en tout cas, c'est plus l'histoire. C'est vrai que j'ai plus porté attention sur l'histoire qui m'a bien rappelé le livre, parce que je t'avoue qu'il est un peu loin là, dans ma mémoire. Et il y a plein de scénarios. J'étais, ah ouais, c'est vrai qu'il y avait ça, ça et ça. Donc je sais pas s'il adapte exactement à la ligne près le roman. En tout cas, le premier numéro m'a hypé de fou et j'ai hâte de lire le suivant. En tout cas, ouais. Tu avais déjà lu le roman? Pardon? Tu avais déjà lu le roman? Oui, bien sûr, oui, on est à jour niveau canon Star Wars, donc on l'avait lu à l'époque. Et beaucoup aimé, la première trilogie Throne, encore une fois, je le répète, pour ceux qui avaient mal entendu, mais la première trilogie Throne, j'aime beaucoup, notamment le 1 et le 3. Je t'avoue que l'Alliance, c'est un peu le plus décrié des trois, mais ça reste. C'est ce que j'allais dire, moi aussi, c'est peut-être celui qui m'avait déçu un petit peu. Ouais, parce qu'il n'y a pas son acolyte. Comment il s'appelait? Ouais.
Je me souviens plus. Ouais. En tout cas, je me suis fait on parle, bref, son second, là, son bras droit, et pas là dans le deuxième. Ouais. Et un autre truc aussi, alors, enfin deux autres trucs vite fait. Déjà, Dr. Aphra, la date où on enregistre, eh ben, il va s'en venir le dernier numéro là, dans 2 jours. Donc avec le 40e numéro d'Aphra, moi c'est une série comics coup de cœur vraiment que j'aime beaucoup. Et donc le premier volume finissait avec 40 numéros. Là on a le deuxième volume qui finira avec le 40e numéro, tout pareil. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'il n'y a toujours pas eu d'annonce sur une 3e série ou des passages dans d'autres le personnage qui irait dans d'autres séries, je sais pas. Considérant que là, oui, tu as raison, c'était 40. Avant ça, il y en a eu 40 autres. Donc, autrement dit, ça roule depuis 2016, pour rappel. Ouais. Et elle était apparue dans la série de 25 numéros de Darth Vader juste avant. Fait que, sans vouloir abuser, j'aime bien le personnage d'Aphra, mais une petite pause ne ferait peut-être pas de tort. Parce que, pensez-y, là, on est rendu à 105 numéros consécutifs pratiquement tous les mois. Là. Ça commence à... Ouais, c'est ça. Puis, écoute, j'ai aucune idée. Hein, il n'est pas sorti encore le dernier numéro. On va voir ça s'en va. Il y a plein de théories qui circulent, mais bref. Ah, une ouverture, peut-être une fin ouverte sur la suite, je sais pas. La dernière page de fin qui nous utilisera qui lira ça. Et un autre truc, là, ça n'a rien à voir là du coup, c'est un article sur Comics Blog. Un article, je sais pas si tu suis ou si tu écoutes Comics Blog et First Print, le podcast associé, qui est donc voilà, c'est un site de comics très très connu en France du coup, et donc le rédacteur c'est Arnaud Kikou, qui a classé donc les 50 albums sortis en 2023 le plus vendus en France. Et c'est super intéressant, donc c'est une étude qu'il a faite, et donc il a appris donc le total des ventes réelles. Donc c'est pas le nombre de tirages ou le nombre de tomes envoyés ou quoi, c'est vraiment les ventes réelles sorties caisse, il précise bien dans son article. Et donc tu as la liste de 50, et devine combien il y a de tomes de Star Wars dans la liste de 50, parce qu'on va un peu défendre notre paroisse, mais... je ne saurais pas dire la popularité du Star Wars versus Marvel. Versus le reste. Ouais. DC est beaucoup représenté avec Batman, je sais pas, il y a plus de la moitié c'est du Batman, quoi. Et Star Wars a un seul comics dans le top 50 2023. Et attends, le pire c'est, tu devineras jamais lequel. Enfin si, essaie de deviner lequel, je pense que tu vas avoir une idée. J'aurais cru à la Haute République, peut-être. Même pas, ça aurait... Non, plus mainstream que ça, Francis, c'est l'adaptation de la série. Ah oui, pour vrai, de Mandalorian ou de... Voilà, le saison 1, tome 1, par Rodney Barnes et Georges Gentil. C'est triste. Ouais, ça a dû se donner en cadeau, ça. C'est le type d'album qui est offert en cadeau là, dans les anniversaires, des choses comme ça. Là. Mais bon, c'est triste, mais je serais très curieux d'écouter quand même cette émission-là, en tout cas, de savoir déjà où il peut prendre ses chiffres. Hein, parce que même aux États-Unis, c'est pas publié de mémoire. Comme tu dis, il y a les tirages ou il y a les rééditions. Mais les ventes, c'est pas comme le box-office pour les films ou quelque chose comme ça. On ne sait pas exactement là, la popularité des comics. Fait que, il a peut-être justement fait vraiment se donner la peine de demander les chiffres aux maisons d'édition. Je sais pas. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais. Il explique tout. C'est un article, hein, c'est pas un podcast, c'est un article sur le site. Donc, va voir dessus. C'est dans la homepage du site Comics Blog. Et ouais, c'est triste. Moi, j'ai trouvé ça triste pour Star Wars. Après, voilà, il y a des très Écoute, on pourrait en parler longtemps. Il faudrait presque faire une émission dédiée, qui serait pas sur un album, là, qui serait plus sur le principe là, des comics Star Wars. Mais peut-être que le fait de justement diviser tes ventes en 14 séries différentes, c'est vrai. Peut-être que ça aide pas. Alors que quand on avait juste 6. Je dis ça à la blague, là, mais c'est ça. C'est comme le record des Coupes Stanley pour Montréal là, au hockey. C'est parce qu'à l'époque, il y avait juste 6 équipes. Donc, déjà, ça aidait pour accumuler. Alors que là, il y en a presque 40. Tout ça pour dire que de mon côté, WhatsApp très, très mini. Il faut dire qu'il y a quelques jours à peine, on a enregistré. Parce que là, on enregistre d'avance l'épisode que vous écoutez en ce moment pour un album qui sort seulement le 18 février. Donc, tout récemment, on a enregistré avec Daniel et Das Supreme l'émission sur The Eye of Darkness. Fait que le plus récent, moi, dans le WhatsApp, on va dire que c'est ça. Sinon, en l'attente, comme on n'a aucun roman en ce moment qui sort, là, où là, il va sortir un jeunesse là, sous peu, mais je me suis mis à l'écoute du From a Certain Point of View du Retour du Jedi, le 3e. Cool. Donc là, je suis rendu peut-être au tiers, quelque chose comme ça.
beaucoup de nouvelles que je m'en serais passé, que personnellement inintéressantes au possible. Celle de Max Ribot, entre autres, je l'ai trouvé cacophonique là, au niveau audio. J'avais mal à la tête là, à la fin. Évidemment, c'est un musicien, donc il y avait beaucoup de musique. Mais je dois dire, j'ai été agréablement surpris par certaines, entre autres celle de Bib Fortuna. Donc, celle sur Bib Fortuna et c'est très bien rattaché à la série Mandalorian ou en tout cas au livre de Boba Fett. Donc, aux événements là, moi, je me demandais justement, selon les dates de sortie, si ça allait être bien intégré. Là, et finalement, oui, c'est raccord. Là, donc, les événements du début du Retour du Jedi, puis bon, ce qui va arriver ensuite. Fait que bref, je vous dirai quand j'aurai complété si ça vaut la peine, mais c'est quand même 40 nouvelles. Au niveau audio, on parle de nouvelles qui durent jusqu'à 1 heure, là, je dirais d'une demi-heure à 1 heure. Fait que c'est quelque chose comme 20 heures d'écoute au total. c'est ça. Il faut quand même être motivé. Et le principe, c'est que c'est toujours des nouvelles sur des. Ben, c'est jamais sur des personnages principaux. Hein, c'est toujours sur des personnages secondaires. Des fois, c'est même sur des animaux ou des droïdes. Là. Fait que bref, voilà. Justement, dans le premier, il y en avait une sur Afra, par exemple. Oui, dans le premier, là, celui sur l'époque d'un Nouvel Espoir. Et t'aimes pas trop les nouvelles sur les bestioles, ça. Si je me rappelle bien c'est mauvais, là. Mais effectivement, dans le deuxième, il y en avait une sur le Tauntaun qu'Han Solo là, va utiliser, ou Luke, je me souviens plus lequel, mais bref. Dans le premier, c'était la bestiole qui est dans la presse, tu te rappelles? Donc il y a un nom, je sais plus vraiment. L'œil. Comment que ça s'appelle? Dans le sous-marin là, qui est dans les vidanges. C'est ça. Donc il y avait son background, et comment elle est arrivée là. Et c'était très triste ça manquait à notre culture, là, la bestiole dans le compacteur. Bref, voilà, on revient à l'épisode d'aujourd'hui rapidement. Au moins au niveau littérature, parce que comme je vous dis, on est préenregistré, mais qu'est-ce qu'on a eu au niveau littérature récemment pour les auditeurs? Tu le disais, on a juste très récemment, et donc l'épisode est sorti, donc c'est la critique du dernier bouquin The Eye of Darkness, le début de la phase 3, où le grand suprême leader Dany est sorti de sa retraite littéraire pour la première fois il y a des années pour parler de bouquins, et donc qu'il a aimé ou pas, donc ça c'est à vous d'écouter, c'est pour que le leader suprême sorte de sa retraite. Est-ce qu'il a adoré, est-ce qu'il a détesté? Donc écoutez l'épisode, vous le saurez bien. Mais il s'est donné la peine de sortir de sa retraite. Donc, on vous donne un indice. Voilà, Dany s'est donné la peine quand même de venir participer. Donc, on peut supposer soit un enthousiasme, soit un dégoût. Fait que venez aller écouter l'épisode pour le savoir. En tout cas, c'était très cool de discuter de ça avec vous. Et on a donc en comics la Haute République et les Aventures phase 2, tome 2. Donc ça, c'est le penchant jeunesse, plus de la Haute République qu'on a critiqué récemment, toi et moi. Ainsi que, toujours la Haute République, le recueil de nouvelles Tales of Light and Life. Pareil, donc un recueil qui n'a pas de sortie prévue en France et peut-être qu'il n'y en aura jamais. Donc si vous voulez des informations sur ces nouvelles-là, écoutez cet épisode-là. Et si vous en avez marre de nous écouter, nous entendre tout le temps par les bouquins dans Star Wars en direct, il y a quand même le Quoi de neuf Star Wars, le dernier, du 10 janvier 2024, qui parle autre chose que de littérature, et c'est vrai que de temps en temps, c'est pas mal de changer. Là, peut-être qu'il va y avoir eu d'autres épisodes entre-temps, là, parce qu'effectivement, on enregistre un petit peu d'avance. Mais je reviens à ce que tu disais tantôt, que tu n'avais pas remarqué en 3 ans environ là, que les logos avaient changé de couleur selon la phase. Là, donc, regarde bien, Jean, à l'écran. Donc, la première phase, c'était doré. La deuxième, c'était en bleu. Et la troisième, c'est en noir. Donc, voilà, c'est tout bien pensé. Là, c'est génial. Je trouve ça génial. Côté de Lucasfilm. Donc, écoute, sur ça, on va passer en hyperespace, puis on va pouvoir attaquer le sujet principal. OK. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour, donc, comme je disais en intro, on est là pour parler du 2e volume de la série de la Haute République.
Et là, j'allais dire les aventures, mais non, ce n'est pas les aventures, c'est ça, c'est sûr, adulte, entre guillemets. Donc, comme vous voyez à l'écran, là, vous pouvez le retrouver assez facilement en librairie. Comme je disais, on préenregistre, donc c'est ça, on ne l'a pas encore en main, mais voilà, c'est la suite de celui que je montre à l'écran, là. Donc, qui se passe sur Jedha, et on suit nos deux Jedi qu'on avait découverts dans le premier numéro, et un alien que je me souviens plus la race, mais qui est quand même très intéressant. Côté spec, comme j'aime dire, avant d'aller plus loin, cette fois-ci, on est sur un album de 5 numéros. Ben, dans le fond, c'est la conclusion de la série, là, fait que numéro 6 à 10, pour un 120 pages, pour un 18 € en France. Chronologie, on est en moins 382, là, donc c'est ça la phase 2. Prévu pour sortie le 18 février 2024 du côté de la France. Au scénario, c'est le grand Cavan Scott là, qu'on est rendu très habitué de l'avoir. Côté dessin, écoutez, je vais en parler plus tard, mais bref, on a toute une équipe. Donc, Ario Anindito, Andrea Brocardo, qui fait en duo avec Marie Cresta. Sur d'autres numéros, on est avec David Messina. Et du côté des couleurs, est-ce qu'on l'a? Couleur et couverture, oui, je crois. Attendez que je le retrouve. Je sais que du côté des couvertures, on a aussi deux dessinateurs, dont le Québécois Yannick Paquette, Québécois de Québec, et qui, malheureusement pour lui, habite maintenant à Montréal, mais... à l'est de Montréal, mais dessinateur quand même assez connu aux États-Unis dans le petit monde des comics, mais c'est ça, fait qu'il y a Yannick Paquette qu'on avait eu à la fin du premier album, puis c'est ça là, qu'on a, c'est lui entre autres qui a signé le numéro là, que entre autres Panini a choisi pour la couverture. Là. Je ne sais pas si c'était le même du côté du TPB américain. Là. Ouais, c'est exactement le même, ouais, c'est celui-là. C'est celui-là, et on peut le dire direct, hein, c'est un peu la couverture qui rassemble un peu tous les persos principaux de cette aventure-là, donc ça fait sens, et faut dire qu'Yannick Paquette, il déboîte pas mal au niveau couverture, on verra avec d'autres couvertures plus tard, mais il est très très bon. Et c'est pas parce qu'il est québécois qu'on le dit, c'est vraiment très bon. C'est ça, faut aimer le style, mais ça fait aussi avec les dessinateurs de l'album. Puis au niveau des couleurs, là, on a une continuité, c'est Frank Williams. Cavan Scott, je ne sais pas si on voulait en toucher un mot, écoute, c'est rendu un grand habitué, là. Un des auteurs vraiment principaux de la Haute République, puis même du Star Wars en général maintenant, qu'on voit ici avec George Mann ou avec Charles Soule et Justin Ireland aussi ici. Donc, c'est ça. Écoute, c'est lui qui nous avait pondu. C'était quoi en français, là, l'attaque sur Valo là, dans la première phase? Oui, c'est la Rising Storm L'orage gronde. L'orage gronde, c'était en français. Ouais. Et c'est lui aussi qui était à la barre de la série de comics là, de la première phase. Là, fait que c'est ça. C'est quand même une valeur sûre qu'on aime habituellement. Fait que voilà, écoute, est-ce que tu peux nous faire un résumé de... On va donner, c'est ça comme c'est épisode comics, on donnera pas... Ou on peut donner très très rapidement un avis là, très rapide sans spoiler. Direct là moi, j'ai un avis relativement complet. Très, très rapidement. Ok. Je pensais commencer directement par le résumé, mais oui, on peut commencer par l'avis. Donc, on va essayer de ne pas se répéter trop, parce que les points forts de ce tome-là, c'est un peu les mêmes que celles du tome 1, en fait. On reste dans la continuité du tome 1. Donc, ouais, moi, Cavan Scott, tu le disais, moi, j'adore ce gars. Je crois que, pour l'instant, je crois que c'est le seul auteur qui ne m'a pas encore déçu. Dans Star Wars en tout cas, parce que il avait fait l'audiodrama aussi, Tempest Runner, qui était très très bon. Et, allez, un petit peu, il m'a un petit peu déçu avec Path of Vengeance, le dernier roman de la phase 2 là, mais c'était plus sur le final de la phase en général, plus que sur le roman en lui-même était très bon quoi. C'était juste ça manquait quelque chose sur la fin. Et ça commence, la phase 2 termine comme ça, c'était un peu triste. Mais bon, à part ça, j'adore cet auteur. Donc en point fort, moi j'ai encore noté, un peu comme dans le tome 1, les personnages principaux, tu le disais, de Mati et de Vildar, que je trouve excellent, quoi. Vraiment, il les écrit très très bien. On continue d'explorer un petit peu, vraiment furtivement, mais quand même un petit peu, le passé de Vildar, avec de petits flashbacks. Là on voit comment il s'est fait embaucher, retrouvé par son prochain maître Jedi, quoi, qu'il a défendu d'une attaque d'un sorcier de Thund, dans une espèce de groupe similaire aux Sœurs de la Nuit, un petit peu, quoi.
C'est Donc, rapide, hein, c'est vraiment un flashback d'une page, là, je pense. oui, voilà, ouais, c'est pas comme les flashbacks de la série Dark Vador là, qui prennent la moitié du tome. Non, non, là c'est très furtif, mais ça fait plaisir. Et surtout Matty, voilà, toujours excellente Matty, très badass, très drôle, très chatty always. Et ben c'est que tu le disais dans une critique précédente, c'est une Jedi Twilight. Qu'est-ce qui peut pas aller avec une Jedi Twilight? Ouais, c'est ça. Elle part avec des bons avantages, mais non, non, c'est un super personnage très bien écrit aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, alors non seulement la situation sur Jedha est un peu désespérée, bah, c'est la guerre, c'est la bataille de Jedha qui est vraiment là pendant tout le tome, mais malgré ça, Cavan Scott arrive toujours à distiller des petits moments d'humour, encore une fois avec Matty, mais pas que, avec bah, les Delphine et Camille, là, les deux videuses de la cantina, là, où il y a des petites blagues sur leur nom, tout ça, c'est vraiment très très cool. Et tu le mentionnais, donc le fameux Tay Sirek, je crois qu'il s'appelle comme ça, l'alien violet dont on a plus la race, je sais plus, l'espèce d'elfe, qui est bah, très agréable à suivre. Hein. Moi, c'est un personnage, j'avais beaucoup de mal au tout début du tome 1, si je me rappelle bien, et j'ai appris à l'apprécier bah, à la fin du tome 1, je l'aimais beaucoup ce personnage, notamment grâce au flashback du tome 1. Et là, dans ce tome-là, j'adore, quoi. Vraiment, c'est un peu lui qui va sauver Vildar à plusieurs reprises. Vildar, on le verra avec le résumé, a tendance à se laisser submerger par ses émotions. Lui, il a tendance à ramener un peu à la réalité. Donc c'est un très très bon perso au final, ce Tay Sirek, quoi. Donc ça c'était super cool. Et voilà, donc tu m'avais dit un avis rapide, t'as vu? Ouais, ben non, effectivement, on va avoir l'occasion de revenir plus en détail. Ouais. Moi, de mon côté, je dirais meilleur que le premier. Peut-être pas aussi fort que la première saison, j'ai envie de dire. Là, dans la première phase, j'avais vraiment beaucoup aimé là, le départ au début avec Skier, entre autres, puis Keeve. Je trouvais le duo là, Padawan puis Maître, puis bon, le côté histoire aussi, avec les Drengir, tout ça, bref. Il y avait beaucoup d'originalité, l'alliance avec les Hoth, tu sais, fait que, des Jedi qui chevauchent des Rancors, tu sais, juste pour dire. Mais cette fois-ci, quand même aussi, là, je vais dire, gros point positif, Cavan Scott, l'histoire, je pense que je l'avais mentionné dans la première émission sur le premier tome, mais on est encore plus en version blockbuster. Les 5 premiers numéros mettaient la table, tu sais, un peu. Découverte des personnages, tout ça, c'était tous des nouveaux personnages. Là, on est dans la bataille de Jedha, comme tu as dit, là, fait que c'est ça enchaîne, ça va vite, tout ça. Fait que c'est ça, moi, mes seuls points négatifs vont être côté graphique. Comme j'ai dit, là, comme on a toute une équipe de dessinateurs, c'est ça, 4 dessinateurs pour 5 numéros. Moi, je trouve ça inacceptable. Mais bon. Bref, voilà. Fait que, écoute, si je te demandais, Jean, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le passe? résumé succinct quand même de ces 5 numéros-là. Oui. Bon, il se passe pas mal de choses, mais ça va aller relativement vite. Donc, on retourne sur Jedha, donc dans la Holy City, la ville sainte, où on avait laissé nos héros en très mauvaise posture à la fin du tome 1. On avait Vildar Mak, donc qui se retrouvait sous les décombres de la base du Path of the Open Hand. On avait Tay Sirek qui avait profité de l'attaque du temple Kyber pour s'échapper de prison. Et on avait Olivia Zeveron et Master Lieben qui n'ont pas pu empêcher la chute de la statue Jedi à l'extérieur de la ville, là, le Final Protector qu'on voit notamment dans le film Rogue One. Donc voilà, qui s'écroulait, c'était la dernière page du tome 1, elle s'écroulait voilà, sous les attaques. Et là, c'est la première page du tome 2. Et voilà, donc là, tome 2, donc on commence par ça. On a aussi Matty qui a du mal à aider Vildar de sous les décombres. Elle ressent les effets du leveler en fait qui se balade lui un petit peu dans la foule, dans la ville. Vildar en dessous lui retient les décombres avec la force. Et il n'est pas seul en dessous des décombres, hein. Il y a des membres du Path of the Open Hand qui sont avec lui, à 2 doigts de se faire évidemment écraser. Certains membres d'ailleurs le supportent pour qu'il les sauve, hein, ils ne veulent pas crever, mais malgré son utilisation de la force que le Path rejette, on sait que le Path, c'est ça qui critique, il critique les Jedi parce qu'ils utilisent la force. Mais par contre, il y a d'autres membres un peu plus extrémistes, on va dire, qui eux critiquent vraiment, alors que bon, il est en train de les sauver techniquement. Donc voilà, on a un peu les deux extrêmes là. En tout cas, on a quelque chose qu'on a vu un petit peu aussi dans une autre série jeunesse, là. Celui-là de La Terreur sans nom. Oui, c'est ça, exactement. Où on avait un petit peu les gentils de la secte et un peu les plus extrémistes de la secte. Donc ensuite, on a Tay qui se bat contre un des Children of the Open Hand et qui est sauvé par un de ses ex-collègues Guardians of the Wheels,
le Children of the Open Hand là, recherche le Rod of Daybreak, qui serait caché dans le temple Kyber. Et alors que les Wills veulent protéger égoïstement et rester dans leur temple, Tay les convainc de l'accompagner pour sauver un petit peu la population en pleine émeute, et surtout Vildar et les membres du Path sous les décombres. Donc une fois secourus, donc tout ce petit groupe de Jedi / Guardian of the Wheel / membres du Path vont retrouver refuge à la cantina du coin, l'Enlightenment, dont la patronne, non c'est le patron, c'est un mal je crois, Cradon, qui est donc le patron de la cantina, lui fait la gueule quand il voit tout ce monde arriver. Donc les Jedi vont protéger l'Enlightenment. Là il y a une espèce de siège qui va s'instiguer, où nos héros vont se retrouver enfermés dans la cantina et assaillent de toutes parts, aidés des deux videuses de la cantina, donc Delphine et Camille, toujours aussi drôles ces personnages. Ils vont repousser donc les attaques, mais à la fois des pèlerins de Jedha qui veulent la peau aux Jedi, mais aussi aux droïdes des forces armées d'Aram et d'Erono, parce qu'on le rappelle, il n'y a pas qu'une émeute de la population, il y a aussi une bataille entre deux peuples, donc c'est vraiment le gros bordel sur Jedha. Du côté d'Olivia et de Libon, près de la statue détruite, donc elles vont être confrontées aussi aux Children of the Open Hand, et les Children vont capturer Master Libon. Olivia, elle va être laissée blessée, et va alors appeler Vildar à l'aide. Ensuite, on a Vildar et Mati qui vont à la rescousse d'Olivia via un espèce de passage secret sous la cantina là, qui donne sur le désert de Jedha. Tay va s'y rendre en premier, il va se friter contre des Dune Scratchers qui sont une espèce de rats géants, en gros. Mati, elle va être séparée du groupe et va plutôt rester défendre la cantina, tandis que Tay et Vildar vont retrouver une Olivia très très affaiblie avec des symptômes qui ressemblent beaucoup à ceux des Jedi touchés par les Nameless, justement. Donc Vildar demande à Tay d'utiliser, tu te rappelles, les pouvoirs liés à sa race. Il peut manipuler les phéromones, je crois que c'est ça, d'un corps qui touche, un truc comme ça. Donc grâce à ça, il arrive à sauver Olivia. Ensuite, ils suivent la piste du Path jusqu'au temple secret situé sous la statue du Final Protector. Vildar commence à se sentir bizarre, et lui et Tay vont witness c'est le Herald of the Open Hands, le héros, ainsi que Yana Rowe, donc la cousine de Marda Rowe, qui vont les deux mettre la main donc, sur le Road of Daybreak, donc, et avec le Road of Season déjà en leur possession, mais ils vont assembler pour former le Road of Power, donc qui est une espèce de bâton magique qui permet de contrôler à 100% les Nameless, quoi. Et pour tester l'artefact fraîchement obtenu, le Herald il va faire exécuter Libon, le Master Libon, par le leveler. Voilà. Après on a Vildar un peu down, lui il est pris des symptômes car il est tout près du leveler, quoi, donc il n'est pas trop en état de se battre. Par contre, Tay, lui, va devoir se battre contre deux membres de Children of the Open Hand. Il va utiliser une espèce d'artefact Sith, le Hand of Siberus, donc le gant de Siberus, la main de Siberus, pour les battre et aider Vildar, qui a été pris pour cible par le leveler. Enfin, c'est plus le Herald qui teste un peu les capacités du Road of Power sur le leveler, avec Vildar comme cobaye, en gros. Tay va réussir à neutraliser le leveler et à sauver Vildar, mais Yana Rowe va à son tour neutraliser Tay. Donc Vildar, lui, va récupérer le gant, va se battre contre le Herald qui lui va utiliser deux lightsabers Jedi. C'est un peu stylé ce baston. Et ensuite le dernier numéro, donc il y a Tay qui va arriver à arracher la moitié du Road of Power à Yana, mais le leveler va protéger Leverani, va protéger Yana. Donc Yana et la créature vont quitter la scène après un appel à l'aide de Marda qui a besoin de sa cousine. Vildar va être comme possédé par le gant, il va perdre le contrôle totalement, il va être à deux doigts d'exécuter le Herald, mais Tay va lui faire retrouver ses esprits. Et donc tous deux vont garder le Herald prisonnier. Ils vont retourner tous en ville là. Et Vildar va un peu expliquer à la foule en colère que le Path est vraiment à l'origine de l'émeute et de la bataille de Jedha en gros. Donc voilà, le tome finit sur un peu la population qui se calme un peu et les différents clans de Jedha qui rebâtissent ensemble une ville vraiment laissée détruite, quoi. Donc voilà, ça finit comme ça. Voilà, puis ceux qui ont suivi un peu la phase 2, dans le fond, la suite de ça, c'est dans les romans, donc dans Path of Vengeance ou dans... ouais, c'est ça, c'est dans Path of Vengeance qu'on a le Herald, justement, là, qui va se faire évader. Là, à moins que je me mélange, puis c'est dans... Pas dans Convergence, mais dans l'autre. Bref, c'est ça, c'est dans les romans. La suite est dans les romans. Écoute, excellent. Si on y allait avec nos avis, allons-y avec le scénario en premier de Cavan Scott. Comment tu as trouvé cette deuxième moitié de cette mini-série?
On l'a déjà un peu dit auparavant, mais moi j'ai adoré, hein, j'ai adoré retrouver ces personnages-là. L'écriture de Cavan Scott, elle est nickel, elle est parfaite. Toujours un cliffhanger à la fin de chaque numéro, donc ça c'est top. Et le plus gros point fort de l'écriture de Scott, c'est le fait que il y a énormément de liens avec toutes les œuvres de la phase 2, quoi. Donc, mais pas que, hein, avec Rogue One, avec la chute du Final Protector, tu vois. Bah Donc oui. ça, c'était quand même impressionnant, quoi. T'as des jolies pages comme ça, c'est vraiment superbe. La création du Rod of Power, c'est quand même un élément très important de l'intrigue de toute la phase 2. Mais là, on l'a. Ça, c'est vraiment le MacGuffin de plusieurs bouquins. Et là, on a vraiment le final, quoi, le Rod of Power créé dans ce comics-là. Donc, ça reste quand même important. Ouais, c'était un peu Pareil, la construction scénaristique depuis le premier roman, là, mais oui, Path of Deceit. c'est ça. On suivait un peu la quête du Path pour récupérer ces artefacts. Et là, c'est un peu la conclusion de ça. Bon, malheureusement, ils n'auront pas trop l'occasion de l'utiliser plus que ça, quoi. Mais bon, il y a ça. Il y a le fait que, tu disais, le Herald qui est fait prisonnier. On le savait, hein, on en avait mention dans les romans, mais comment il a été fait prisonnier, on n'en avait aucune idée. Et je trouvais ça limite un peu facile dans les romans de ne pas nous l'expliquer. Et voilà, en fait, l'explication est dans ce comics-là, donc ça fait très Ouais. plaisir. Donc ouais, il y a ça, il y a le coup du Hand of Siberis, là, le gant. Donc c'est un Deus Ex Machina un peu facile, je dirais, mais je trouve que Cavan Scott, encore une fois, il utilise bien. C'est un temple secret qui renferme des artefacts Sith qu'on a déjà vu dans plein d'autres séries Star Wars. Donc moi, ça me surprend pas. Il trouve ça là, il l'utilise, il s'en sort. Ouais, c'est pas juste un temple, hein. Il me semble que c'est une espèce de, comment ils disent, là, c'est Oui, de tombeau plus. Ouais, voilà, une voûte. c'est ça, Plutôt, une voûte à artefacts, là. C'est fait voilà. pour ça, autrement dit. Donc, Voilà, pour cacher vraiment ces artefacts un petit peu plus dangereux que les autres, quoi. Donc non, là, c'est très bien aussi. Donc ouais, non, franchement, j'ai rien à dire sur le scénario. Cavan Scott, parfait, quoi. Et toi, comment t'as apprécié le scénario, du coup? Ouais, comme j'ai dit rapidement tantôt, effectivement, là, c'est très, très blockbuster, mais très bien rattaché à tout le reste de la phase 2. Comme tu as dit, conclusion de certaines histoires avec le fameux Rod of, peu importe, là, les trois. les trois noms. Rods. Le Leveler, là, le Nameless, qu'on a. Que je mentionnais dans l'épisode avec Danny l'autre jour, là, qu'en comics, des fois, on a des petits chefs-d'œuvre. S'il fallait qu'on voit ça en vrai dans un film ou dans une série en live, là, le Leveler, ça serait, de mon point de vue, ce serait vraiment très, 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 très cool. C'est génial. Ouais. Avec la putréfaction, là, j'utilise le terme putréfaction, je ne sais pas comment il faut le dire. Là, mais bref, la manière qu'il y a de tuer les Jedi, là, c'est quand même assez spectaculaire. Ouais. Le rôle de Maddie, peut-être un peu plus sérieux, hein, dans cette deuxième moitié de série-là. Au début, elle était très, pas insouciante, mais c'était une ado, un peu, pas irrévérencieux, peut-être une petite affaire irrévérencieuse, en tout cas pas de mauvaise foi, là, mais c'est ça, qui parlait beaucoup, hein, alors qu'après ça, elle se retrouve à faire équipe avec un maître Jedi qui est vraiment une brute, là, qui réfléchit pas, qui fonce, et puis bon. Fait que c'est ça, quand même une conclusion de cet arc-là, méga arc, là, de cette mini-série là, intéressante, satisfaisante. J'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus portrait d'ensemble de la bataille de Jeddah. Je comprends que là, c'était l'audiodrama là, qui était fait pour ça. Mais on sait qu'on est au travers de la bataille de Jeddah, mais il ne nous rattache pas à des événements qu'on a pendant l'audiodrama ou pendant les romans ou l'autre série de BD, celle de jeunesse. Là. Fait qu'il y a peut-être ça, là, puis on est à deux endroits au début. Hein. On est en ville, on va dire, là, dans le sanctuaire des Open End, et dans le désert, là, du côté de la statue. Mais bon, c'est ça, c'est histoire de chercher des petites critiques. Il y avait aussi deux trucs qu'on avait dans le tome 1, on avait mentionné le fait que le Herald et Yana étaient présentes, mais vraiment figurées, c'est de la figuration plus qu'autre chose. Là, ils sont là dans 2-3 numéros et ils participent vraiment à l'intrigue et à l'action. Donc c'est cool de voir pareil des personnages que nous on a vu que dans les romans, quoi, et qui sont là vraiment acteurs de l'action, quoi. Donc ça c'était très très cool de les voir eux. Ouais. Ainsi que, je disais quoi? Ah oui, non, c'était juste l'artefact, tu vois, l'artefact, le gant, là. C'est un concept que Cavan Scott reprend de son roman Path of Vengeance. Alors, je sais pas lequel était sorti avant publication, le roman ou le comics. En tout cas, il est dans les deux. Voilà. Ah, ok, c'est le même. Okay, je pensais pas que c'était le même artefact. Ok.
Bah, je me rappelle plus de sa présence dans le roman, je t'avoue, mais apparemment il y est. Donc, voilà. Ouais, ben, c'est sûr que. Dites-vous, pensez au Power Glove, là, pour notre génération, le Power Glove Nintendo, là, 8-bit, là, le Ah, tu gant, penses la à ça, ouais. manette, Ouais. là, ouais, c'est ça. Ah ouais, ok, exactement. Moi, je pensais aussi au gant de Thanos, c'était le plus évident, quoi. Ouais, ben oui, Ouais. effectivement. Mais c'est plus stylé, ouais. Mais Power Glove. c'est pas juste qu'il donne des pouvoirs, hein, c'est qu'il se met à posséder un peu là, l'utilisateur. C'est ça qui arrive justement au Jedi. Puis, Oui, c'est ça, bref, c'est ça. Et c'est ce Tay qui aussi, fait. donc Tay qui est... Pardon. Mhm. Non, j'allais dire, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de revirements. Dans les 3 derniers numéros, je dirais, là, les 2 derniers surtout, là, c'est ça, là, ça arrête pas de revirer. Et puis, un annule, comme tu as dit, c'est roche, papier, ciseaux. Là. Un annule un, qui annule l'autre. Ouais. Fait que, C'est ça. il y a un Ouais. petit côté, faut être attentif. Il faut suivre. C'est pas, c'est pas des numéros que tu peux lire en diagonale rapidement, là, puis feuilleter, là, parce que tu comprendras pas ce qui se passe. Effectivement. Puis t'as mentionné, c'est pas si présent, mais la fameuse Cantina, qui elle aussi, on avait beaucoup découvert à l'audio, dans l'audiodrama. Tous les personnages, la tenancière, on va dire, puis ces 2 gardes du corps, et puis, fait que c'est ça, plein de petits côtés cool, la petite promenade dans les égouts avec les espèces de méga-rats. Fait que Ouais. non, c'est ça. Puis ça fait logique aussi qu'une vieille cité comme ça ait des espèces de catacombes, là, ou peu importe Ouais, comment oui, on c'est appelle logique, ça. ouais, complètement. Fait que bref, côté histoire, non, c'est ça. Très bonne note là, que je donnerais pour le scénario. Côté dessin, ben là, Allez-y. c'est un peu compliqué déjà parce qu'on a plusieurs dessinateurs. Ah oui. On a celui, ben, on a le dessinateur principal de la première album qui est de retour, Ouais. mais pas au début. C'est ça, au début, comme il a été remplacé pour le numéro 6, je pense qu'il revient au 7, après ça, il est remplacé encore. Non, non, en fait, là j'ai le numéro là, sous les yeux. En fait, tu parles de Anendito, c'est ça? De Brocardo qui était là, si je me souviens bien, dans le premier album. Ouais, je crois que c'est c'est un rayon Anendito, c'est celui qui était Voilà, dans le... sur le premier album, Anindito avait fait les numéros 1 à 3, puis Ah, ok, Brocardo d'accord. avait fait les numéros 4 et 5. Ah, ok, d'accord, 4, 5, ok. Fait Ah que ouais, très bien. puis Ok. l'espèce pas de one-shot, là, mais. Fait que Ouais. c'est ça. Et, par contre, au moins, le coloriste réussit à garder une continuité. Ce Ouais, qui fait c'est vrai. que c'est vraiment sur. Moi, je dirais que c'est, en termes justement de continuité, je dirais que c'est vraiment sur le visage parfois de certains personnages, entre autres de Vildar Mac, là. J'ai montré des images tout à l'heure, mais c'est ça, là, tu passes d'un numéro à l'autre et puis c'est pas tout à fait le visage auquel on est habitué. Ou, bon. Fait que c'est. Ben, tu sais, après, je veux dire, c'est parce que nous, on est attentifs, on est habitués. Tu sais, je pense à c'est dans le numéro 7. Donc, je pense que c'est Brocardo. C'est ça, c'est pas tout à fait, je trouve, c'est pas tout à fait le même visage qu'on est habitué. Puis le troisième dessinateur, là, c'est Messina. Ouais, David Messina, ouais. Je trouve à la fin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, tu es plus un spécialiste des mangas que moi, mais vers la fin, là, dans les batailles, je ne sais pas si j'ai des images pour montrer ça, mais je trouve qu'il y a des moments où je me croyais dans un manga, là, à quel point c'est tous des mouvements, puis pas beaucoup de décors de fond. On est très là, dans la grosse bataille épique, là, puis tout ça. Puis même si pourtant on est dans une grotte, si on peut dire, là, c'est ça, tout est très, très des explosions, puis des gros coups, puis des grosses réactions, les grands mouvements de sabre, etc. Fait que c'est ça. Au niveau, je trouve qu'au niveau graphique, il y a un manque de continuité dans cette mini-série-là. Oui, de suite, hein, quand tu vois, c'est quoi? C'est 4 dessinateurs pour 5 numéros. Tu te dis, c'est quoi? Et le pire, c'est que le numéro 7, tu parlais d'Andra Brocardo, mais en fait, ils sont 2 sur un numéro. Tu as Andra Brocardo et Malika Cresta qui font un numéro à 2. Donc, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Je me suis demandé, est-ce que c'est dans celui-là qu'il y a le flashback? Je pense que non, hein, je pense que c'est dans le 6. Non, ouais, c'est le premier où il y a le flashback. Ouais. Mais là, tu vois, dans le 7, si tu veux, on peut y aller franco. Pareil, j'ai beaucoup aimé retrouver Anendito, donc, qui est un peu le gars qui est là depuis le début avec Alan Scott pour la phase 1, et qu'on avait beaucoup aimé, mais qui, en fin de phase 1, il avait laissé un peu les rênes à d'autres, dont un certain Georges Gentil. Et là, tu vois, j'avais un peu oublié que Brocardo avait fait les 2 derniers du numéro précédent. Pour moi, c'était Anendito qui était le main, on va dire.
Donc là, il fait le 6, 9 et 10, donc 3 sur 5, tu dis OK. Et donc, encore une fois, moi j'adore Anendito, je suis très très fan de son style. Donc je trouve excellent dans ce tome-là, je trouve que les scènes d'action avec lui sont top. Je trouve que la façon dont il dessine et tout, moi, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. La couleur, tu mentionnes la couleur, là, heureusement qu'il est là pour tout le tome, le coloriste, parce que il y a un ton qui suit quand même, tu vois, qui aide à rendre ça plus homogène, tu vois. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant parce que dans la phase 1, les couleurs, pourtant c'est le même dessinateur, mais le coloriste est différent, je crois. Je t'avoue que je regarde pas très souvent les coloristes, mais les couleurs étaient plus flashy, plus modernes. Et là, il y a une espèce un peu plus pastel, un peu plus vieillot, mais sans être négatif, tu vois. Je trouve que c'est Ouais. cool que. T'as raison, c'est le même coloriste. C'est le même. Ah bah tu vois, elle a travaillé la couleur, je trouve, pour rendre ces couleurs plus pastel, plus vu que ça se passe en 50 ans avant, tu le ressens un petit peu à la lecture. C'est ce que j'ai un peu ressenti, quoi. Je me dis, ça fait un peu vieux, mais ça fait sens vu que la série comics moderne, La Haute République, est beaucoup plus colorée, je trouve, quoi. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que justement, je suis en train de feuilleter le premier album, comme on disait, c'est les deux mêmes dessinateurs. Et je trouve que c'est beaucoup plus travaillé dans les deux cas, autant Anindito que Brocardo. Je ne sais pas pourquoi, peut-être une question de manque de temps, des choses comme ça, mais beaucoup plus par exemple, des gros plans sur des visages très détaillés, tout ça, qu'on a moins ici. Là, fait que c'est ça, peut-être qu'effectivement, ils ont été pressés dans le temps. Nécessairement, on peut c'est une hypothèse valable quand tu te dis qu'il y a 4 dessinateurs. Là. Bon, ben, justement, ça peut être justement à cause d'engagements autres qui sont obligés de donner le contrat à un autre. Puis bon. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est un problème de temps. Hein, parce que c'est dommage parce que côté histoire, puis tout ça, avec la bataille de Jeddah, puis tous les événements qui arrivent dans ça, je trouve, je pouvais pas m'empêcher en le relisant de me dire, avec certains autres dessinateurs, ça aurait pu être vraiment épique. Vraiment, là, on aurait pu avoir des chefs-d'œuvre, je pense, avec cette histoire-là. Fait que c'est ça, il y a une petite déception de mon côté là, sur le rendu. Même s'il y a certaines très belles planches, je pense entre autres l'effondrement de la statue, des choses comme ça. Mais, bon. C'est Anendito qui dessine le premier. Mais tu vois, j'avais critiqué ça dans le tome 1, et c'est exactement ce que tu disais. Hein, je trouve Anendito encore bon là, dans la phase 2, mais je trouvais meilleur dans la phase 1, et il est moins détaillé dans les dessins de ce tome 1 et ce tome 2 du coup, de la phase 2. Mais je trouve quand même que ce soit Anendito, Brocardo, que ce soit Marika Cuesta et David Messina, c'est 4 grands noms, grands dessinateurs qui ont des CV de fous tous. Ils travaillent pas que pour Star Wars, ils ont du Marvel, ils ont du DC, ils ont des plus petits studios. Du coup, je pense qu'il doit faire d'autres trucs à côté. Et alors, si Andrea Brocardo et Marika Cuesta sur le set, comme toi, je trouve qu'il y a des proportions de visage qui m'ont un peu choqué, dont tu disais Vildarmak. Mais en tout cas, David Messina, je trouve que il y a un style qui ressemble beaucoup plus à Anendito, qui m'a moins choqué que le numéro 7. Tu vois, le numéro 8, tu me dis pas, enfin, tu m'aurais pas dit que c'était un autre dessinateur, peut-être que j'aurais pas deviné que ça était un autre. Donc ça j'ai bien aimé. Et puis Messina, voilà quoi, Messina, il avait fait le Han Solo et Chewbacca, je sais pas si tu te rappelles. Et c'était très beau ça, Chewbacca. Avec des bonnes scènes d'action, tu parlais justement un peu manga et tout, mais c'est vrai que c'est juste que je trouvais que le dynamisme de ces scènes d'action, ça mettait la patate, quoi. Donc il y a des dessinateurs qui n'arrivent pas à rendre l'action vivante, et eux, enfin Anendito et Messina en tout cas, ils y arrivent. Voilà. Et pour revenir sur Brocardo et Cresta, dans ce numéro-là, le 7, du coup, où ils se partagent les deux, il y a peut-être, alors je sais pas exactement ce que l'un a fait, l'autre a fait, mais en tout cas, il y a des passages où ils sont en gros plan, où les personnages sont en gros plan, et là, du coup, tu as des visages détaillés, donc je trouvais qu'il y avait un style différent de quand ils sont plus éloignés, et où là, c'est un peu plus grossier, donc je me demandais si l'un avait fait les scènes plus près, l'autre avait fait, je sais pas, je me suis posé la question. Mais, effectivement, on se demande quel genre de travail d'équipe des fois, là, s'ils se partagent des pages ou... Mais tu vois, au début, tu lis les crédits au début du tome, tu dis, oula, 4 dessinateurs pour 5 numéros, ça peut faire peur, mais au final, moi je trouve que Anendito est là pour plus de la moitié du tome, on va dire. Messina a un style similaire, et le seul numéro un peu en duo là fait un peu tâche dans ce tome-là, et encore, tu vois, ça fait tâche, mais ça reste passable. Tu vois, les artistes, c'est pas des débutants. Je vais le mentionner là parce qu'il faut. Hein, c'est pas du Georges Gentil, qui, on le rappelle,
avait massacré la première apparition en comics de Lournadi, et ça, pour ça, je lui en voudrais à mort. Vraiment, je trouve ça nul, quoi. Ah ouais, on n'est pas triste, comme dans The Mandalorian. Ouais, ou même la phase 1, quoi. Enfin, Gentil, il était dans la phase 1, c'est lui qui avait remplacé Anendito, et là, le step down, il était énorme, quoi. Ouais, donc, des styles différents, là, très, très, très Ouais. éloignés. Puis on ne l'a pas mentionné, c'est pas je me disais que ça valait peut-être la peine de mentionner l'espèce de groupe de mercenaires, je ne sais pas comment il faut dire, dont le chef avait un design, mais qui faisait tellement de Clone Wars, pas de Clone Wars, pardon, Clone Wars, hein, tu sais, la première série animée, là, avant qu'on ait eu de Clone Wars, justement, là, de Filoni. Vraiment, là, c'est dur de ne pas y penser, mais bon. Personnage intéressant, mais c'est ça. Je pense pas qu'on les revoit, là. Ça faisait très jeu vidéo, je trouve, là, mais bon. Ouais. C'est marrant que tu mentionnes là, je me suis réécouté l'épisode sur le tome 1 et tu mentionnais également la série Clone Wars animée. Ah ouais, écoute, juste son masque ou casque, là, je sais pas comment il faut le dire, là, mais c'est flagrant de mon point de vue, là, mais bon. Puis bon, leur rôle est minime, là, mais c'est mentionné entre autres dans l'audiodrama. On mentionne plein de groupes, là, tu sais, puis c'est ça, dont celui-là, si je me souviens bien. Mais ça, je pensais que c'était les Children of the Open Hand, tu vois. Non, pas eux. Eux, c'est des espèces de mercenaires, je sais plus trop comment ils les appelaient, là, mais ouais. OK. Fait qu'écoute, excellent. Je sais que tu voulais nous présenter aussi quelques variantes, là, qu'on va essayer quand même de décrire un peu pour ceux qui nous écoutent à l'audio. Oui, c'est toujours compliqué à l'audio. C'est les covers en général et les variantes, les quelques variantes qu'ils ont mis en fin de tome. Déjà, tu mentionnais le Québécois Yannick Paquette sur les 6 et 7. Il n'est pas tout seul, hein, il y a Alejandro Sanchez sur les 6 et 7. Moi, la 6 que je trouve vraiment pas fou. La 6, elle est où moi, honnêtement, j'aurais peut-être même choisi celle-là comme couverture. Voilà, celle-là. Vraiment belle avec Vildormac sous les décombres. Là. Oui, elle est jolie niveau dessin, mais je veux dire, oui, c'est un gars sous les décombres. C'est plus l'action qui m'a posé. C'est très joli. Peut-être moins représentative que, par exemple, celle qu'ils ont choisie, où est-ce que là, tu vois toute l'équipe présente dans la fameuse cantina. J'aimais bien aussi la 8, là, avec le fameux leveler derrière Vildormac. La 8 est très bien. C'était plus Yannick Paquette à ce moment-là. On l'avait. C'est Raphaël Della Torre et Marcelo Maiolo. C'est un duo, pareil, qui vont faire les 8, 9, 10. Donc, c'est eux qui vont faire les 3 dernières. La 8 est très belle, tu disais. La 9, sympa aussi, là, avec le taille en mode Thanos. Là. Mais c'est la 10 que je trouve très très jolie. Surtout, moi aussi, celle-là, je trouve qu'elle aurait fait une bonne couverture d'album aussi. Ouais, voilà. Et dans le TPB VO qu'on a ici, c'est le 4e de couverture. Donc, tu as vu, ils ont retenu les deux que je préfère. Ça sera peut-être le cas, comme je vous dis, on enregistre d'avance, donc on n'a pas encore l'album physique. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est très très cool. Et en variante, moi évidemment, j'ai mentionné comme à l'habitude la variante du numéro 7 par Peach Momoko. Peach Momoko qui est là. Alors, je sais pas ce que tu en penses, tu me dis ce que tu en penses. Si je la retrouve, elle est là. C'est Mati, évidemment, mais en mode manga, Peach Momoko, quoi. Ouais, exactement. Style japonais. Voilà, et donc c'était pour une History Women's Month, un truc comme ça. Donc c'est pour ça. Donc c'est très belle. Et d'ailleurs, Peach Momoko je crois qu'elle sera à Angoulême cette année, en janvier. Alors, est-ce que cet épisode sera diffusé après Angoulême ou pas? Mais au festival de l'Angoulême, elle sera là. Parce que Peach Momoko, il faut le savoir, elle monte de plus en plus. Donc, malheureusement, pas chez Star Wars, mais chez Marvel, elle va faire la série Ultimate X-Men. Donc, j'ai tellement hâte de lire ça, quoi. Vu qu'ils relancent les Ultimates. Et donc il y a d'autres variantes très jolies que j'ai notées qui sont là. Voilà, c'est un peu de mix d'un peu tout. On voit pas beaucoup, c'est des petites variantes qu'ils en ont mis 4 sur une page. Mais celle d'en bas à droite, celle où tu as Matty et Mac avec le fameux sorcier of the Thund qui est derrière, qui est très belle. Ou celle de Olivia justement devant la statue. Voilà, donc ça c'était 2 covers qui étaient magnifiques. Il est dommage que ça soit pas en pleine page, ça aurait été magnifique. J'espère que Panini va nous mettre ces espèces de planches-là à la fin de l'album. Pour le premier volume, il n'y en avait pas. Il y avait plutôt des espèces des brouillons, là, des épreuves en noir et blanc là, d'Anindito et de Brocardo. C'est des choix, là. Mais bon, moi j'aime beaucoup les variantes. Oui.
Ouais, tu préfères plus les variantes plus que des croquis ou des work in progress? Ouais, ben, c'est aussi l'intérêt, c'est on voit l'interprétation d'autres artistes. C'est les mêmes personnages, tout ça, ou les mêmes événements, les mêmes lieux, mais c'est ça, c'est intéressant de voir la vision d'autres artistes. Là. C'est ça. Et le fameux, le fameux artiste, oui, c'est Miko Suayan, voilà, qui avait fait les fameux, celle que j'avais montrée avec le Sorcier of the Tund, là. Il a fait aussi celle-là, là. Et celle-là, c'est dommage, alors elle est magnifique, encore une fois, c'est Mati. Mati, c'est un peu la star hein, des variantes cover, je pense, qu'elle est un peu partout. Ouais, quand tu mets une belle Twi'lek en Jedi, c'est vendeur. C'est ça envoie bien, ouais. Et donc là, c'est marrant, parce que ça, c'est une variante cover du numéro 10, oui, on le voit en haut, là, mais qui n'est pas présent dans le TPB américain, donc c'est dommage. Ils ont mis toutes les covers, c'est la seule qui est absente, est-ce que ça m'oublie, est-ce qu'ils n'avaient pas la place? Mais s'ils n'avaient pas la place, c'est dommage d'avoir raté ça, parce qu'on voit là, la statue effondrée en fond, et puis Mati d'autres raisons moins avouables, peut-être aussi des petites embrouilles des fois entre les personnes. Peut-être. En tout cas, moi j'avais 2-3 easter eggs là, si tu me permets, mais si tu avais autre chose à dire. En tout cas, concernant voilà, les sorciers de Tund, donc c'est le fameux sorcier qui était dans le flashback de Vildar qui va l'attaquer et qui va un peu le pousser à devenir Jedi, quoi. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des membres de ce groupe-là, parmi les nombreux groupes qui sont sur Jeddah. Et justement, je me suis renseigné un petit peu sur ce groupuscule, et en fait, c'est un concept encore plus ancien que les Sœurs de la Nuit. On les mentionne parce que ça ressemble vraiment à ça, quoi. Eux, c'est sorciers, elles, c'est sorcières. Et en fait, c'est un concept qui a été inventé dans le roman Legends Lando Calrissian Adventure, qui date de 1983. Donc, ça date. Hein. C'est un très très vieux concept, les sorciers de Tund, donc qui ramènent là, donc c'est super cool. Et les Sœurs de la Nuit, d'ailleurs, ils sont apparus bien plus tard dans le Cold Ship of Princess Leia, donc en 1994. Donc ouais, c'est un vieux concept qui ramène là, donc ça c'est super cool. C'est sûr, je pense que je les avais à l'écran, là, en rouge, là, avec une espèce de capuche rouge et des marquages blancs. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Et ensuite, tu as ça. Voilà, tu as la cantina, elle a le nom, ça s'appelle l'Enlightenment. Et on l'avait déjà mentionné dans le roman, la critique du roman Eye of Darkness. Mais le prochain recueil de nouvelles de la Haute République à sortir, écrit par George Mann, il s'appelle Tales of Enlightenment. Donc je ne sais pas encore quel genre de nouvelles il y aura, mais j'imagine. Alors soit des nouvelles racontées par les clients de la cantina, j'en sais rien. Ouais, effectivement, ça sent. Sent cette théorie-là, d'autant que la couverture, pour l'instant, présentée, c'est une vue aérienne de Jeddah, de la cité. Donc, des histoires sur Jeddah, en tout cas, ça on peut en être quasiment sûr, quoi. Mais ouais. En tout cas, si vous lisez l'Insiders, vous le savez déjà, vu que c'est des nouvelles déjà publiées dans l'Insiders. Bon, après, c'est pas vraiment un easter egg, mais Olivia Zaveron, donc c'est un personnage qui n'est pas très très présent dans la phase 2, et juste sur la fin de la phase 2, parce que il se trouve que c'est... on le dit ou non, vaut mieux pas le dire, non, je sais pas. Sa relation avec la Mother. Il y a une relation entre Olivia et la Mother du Path of the Open Hand. On vous laisse là, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on peut spoiler ou pas, là, mais il y a un lien. Parce que relation, ça laisse penser à autre chose, genre. Mais, oui, pardon, il y a un lien. Il y a un lien, bref, entre les deux personnages. Ouais. En tout cas, et un dernier truc, et c'est une question que je voulais te poser, le fameux duel entre Vildar et son gant, et donc le Herald qui a 2 sabres laser, donc Jedi, j'imagine. Je me demandais si ces 2 sabres laser, c'était les sabres laser de Kevmo et Zala, tu sais, les héros de Pass of Deceit qui meurent et qui sont masqués par... J'ai l'impression qu'il y en avait un bleu. Voilà. Peut-être je me trompe, mais... Peut-être la couleur pourrait aider, parce que là c'est 2 jaunes, et je me demandais comment ils avaient obtenu. Je me disais, c'est peut-être eux, mais effectivement, peut-être que faudrait checker ça. Ouais, écoute, de toute façon, il y en a eu plusieurs. Là. Il vient de tuer aussi celui que j'ai déjà oublié son nom, là, mais qui avait un nom un peu... qui avait une tête un peu de félin. Là. Oui, Master Lieben. Ouais, c'est ça. Mais non, je me rappelle. À force de tuer des Jedi, c'est sûr qu'il ramasse des sabres. Ouais. Non, mais je me dis, en plus, il a encore celui de Loden Greystone qui était jaune aussi. Donc il y en a peut-être un des deux qui était de ouais, mais là, je pense qu'en fait, ils sont verts. Là. En fait, je pense que ça dépend peut-être, là, mais tu vois, sur la variante de couverture, ils ont plus l'air vert que jaune. Ah oui, t'as raison. Effectivement. Bon, en tout cas... Là, quand on est sur la couleur des sabres, là, il y a plein de gens qui vont se dire non, mais là, ils sont partis sur des détails complètement insignifiants. Là. Ah oui, non, c'est complètement insignifiant. Mais bon.
Fait que bref, écoute, je pense que ça fait le tour. On pourra dire qu'on est tombé en amour avec la petite Twi'lek, mais moi j'ai beaucoup aimé aussi le gros bourrin dans cette mini-série-là. Là. Il y avait un petit côté, un peu comme dans la phase 1, c'était Skier, voyons comment la race, les gros lézards. Trandoshan. Un Trandoshan, qui faisait équipe avec Keeve Trennis. Il y a un petit côté qui faisait penser à ça au début, mais finalement, les personnages sont quand même assez différents. Fait que c'est vraiment juste en apparence là, que ça peut laisser penser que ça va être la même chose. Là, c'est complètement différent. Puis en plus, c'est un post-trauma solide, là, le Jedi. Là. Il faut qu'il y a des gros problèmes c'est ça, typiquement là, de choc post-traumatique. Fait que voilà. Et d'ailleurs, je vous invite à prendre cette mini-série-là. Même pour ceux, il y en a que comment dire, la deuxième phase ont moins aimé tout ça, mais je trouve que c'est une mini-série qui se prend très bien quand même, indépendamment du reste. Oui, complètement. Donc, si je te demandais de donner une note à ce deuxième volume-là, Jean? Oui, écoute, pour le premier, on avait mis 18. Et là, j'ai envie de mettre un peu la même, quoi, 18. On l'avait teasé en fin d'émission du tome 1, que le tome 2, qu'on lisait numéro par numéro à l'époque, là, il nous emballait vraiment pas mal du tout. Là, après moult relectures, moi je trouve ça excellent. Enfin, j'ai beaucoup aimé quoi, sur ces trucs. On l'a pas mentionné, mais c'est vrai que tu notais les relations Mati Vildar un peu similaires à Keeve, Trevis et le Trandoshan, là, du coup, Ski. Mais on l'a pas dit, mais c'est vrai que vu que Maître Libon, qui était censé être qui était la maître Jedi de Mati meurt dans ce tome-là, c'est Vildar qui devient le maître Jedi de Mati en fin de tome, en fait. Ouais, Donc, en toute fin, ouais. Ouais, à toute fin. Le dommage, c'est que la probabilité qu'on les retrouve est quand même très très faible, là, vu que c'est la conclusion de la phase 2. Mais bon. Oui, voilà. Donc c'est ça exactement la conclusion, c'est que j'avais dit, j'espère qu'on reverra ces personnages-là, et même Tai, Tai Sirek, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, mais qui a aussi une conclusion très satisfaisante à la fin. Il y a une espèce de rédemption un petit peu du personnage. Lui, en fait, je serais pas surpris, vu son originalité et tout ça, puis son parcours, là, on reviendra pas dessus, mais je serais pas surpris qu'on le revoie, par exemple, dans des jeunesses, des Hyperspace Stories ou des choses comme ça. Je trouve que c'est un personnage qui fit très bien dans des courtes histoires. Bon. Ouais, excellent. Et d'ailleurs, la fin de ce tome-là, on retrouve un petit peu le Cavan Scott qui, manipule l'action avec brio, mais arrive à distiller des passages d'émotion. Tu vois, dans le recueil de nouvelles, il y avait une nouvelle, sa nouvelle, qui était très émotion sur la fin. Et là, pareil, sur la fin, un petit hug entre Tai et Vildar qui m'a. J'étais content, tu vois, pour eux, tout ça. Et tu fais bien de mentionner Tai. Tai pourrait, parce qu'en fait, est-ce que je dis spoiler, pas spoiler, en tout cas. Pour la phase 3, il y a les couvertures des comics là, des 6 prochains mois qui arrivent. Il y a une des couvertures qui spoil un petit peu la présence d'un des personnages là, de la phase 2 qui reviendrait pour la phase 3. Donc, dès que c'est des races aliens, en plus, on ne sait jamais quelle durée de vie qu'ils ont. C'est vrai. Donc, souvent, c'est le petit raccourci scénaristique qu'ils utilisent là, pour. Quand ils veulent qu'un héros soit là pendant très longtemps, là, on va lui donner une race. Une race c'est ça. Donc, un 18 sur 20, très très bon. Ouais, 18, écoute, très bien. Moi, tu vois, je vais lui donner un 15 sur 20, exactement la même note que le premier volume, mais pour des raisons différentes. Donc, c'est ça. J'ai préféré au niveau histoire et compagnie cette conclusion-là à l'introduction. Par contre, comme je disais, au niveau graphique, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux dans le premier. Puis même quand pour le même dessinateur, je vous dis, c'est ça. Ils ont dû prendre plus de temps là, dans la première partie, autant à Nindito que Brocardo. Mais c'est ça, c'est quand même une très bonne note. Là. Puis c'est ça, pas tout à fait au même niveau que quand c'était le début de la phase 1, là, qui là, vraiment, je trouvais, m'avait vraiment bien surpris. Fait qu'un bon petit 15 sur 20, écoute, on est quand même dans des très bonnes notes. Ah oui. Non, très bon. Fait que, excellent. Si je te demandais, Jean, au moins pour ce qui est de littérature, qu'est-ce qu'on sait qui s'en vient après le présent épisode pour les auditeurs? Oui, pas de roman à l'horizon, parce que le prochain, ça sera en mars, donc une émission peut-être fin mars, début avril. Donc là, dans les médias, on a en préparation une critique de manga. Donc voilà, là, tu affiches, c'est le fameux Defy the Storm. C'est le prochain roman
jeune adulte, donc qu'on Ouais, chroniquera dans 2 mois. Non, là, en préparation, donc, on a la critique du manga Rebels. Là, il y a le tome 3 de Rebels, c'est le dernier tome, du coup, qui sortira bientôt, là, ou qui est déjà sorti, peut-être, en janvier, fin janvier, ou peut-être début février, je ne sais rien. En tout cas, la critique arrive, des 3 tomes, avec en une émission. Tom, c'est ça? Il y a Tom qui participe, il y aura peut-être Julien aussi, s'il arrive à trouver du temps, malgré l'événement important qu'il y a eu dans sa vie récemment. Ouais, ben, je pense qu'on peut mentionner là, Ouais. que les auditeurs qui s'ennuient de Julien, hein, c'est que Julien vient d'avoir son premier enfant. Donc voilà, c'est ça. Et je peux vous dire aussi par expérience là, que c'est ça. Plus t'en as, plus c'est moins c'est ça, c'est pas exponentiel. Là. Plus t'en as, plus c'est facile, mais c'est vrai que le premier, c'est tout un changement de vie. Donc, oui, effectivement. effectivement, on pardonnera Julien d'être un peu moins présent, mais on le félicite, lui et Lydia, hein, si je me souviens bien, c'est leur petite fille, corrige-moi si je me trompe. C'est ça, c'est bien ça, et donc on espère. J'espère qu'il va être présent avec vous. J'aime bien écouter son avis aussi sur tout ce qui est manga, animé, compagnie. Oui. Tom et Julien ont vraiment une culture manga assez impressionnante. Et Loïc aussi. Alors Loïc, malheureusement, je pense pas qu'il... Je sais pas, peut-être s'il change d'avis, mais il n'avait pas l'air intéressé trop par ces mangas-là. Donc on verra. Et en comics, nous, on aura donc le tome 6 de Dr. Aphra qui sort mi-février, le tome 6 de Bounty Hunters qui sort mi-février. Et voilà. Je pense que les deux sortent le même jour. Ouais. Voilà, c'est vrai que Panini aime sortir tout d'une salve. Donc on a ces deux critiques-là très bientôt. Voilà. Excellent. Ben, écoutez, c'est sur ces très bonnes critiques là, qu'on va conclure cet épisode de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Comme toujours, on vous invite à partager vos avis et puis à partager l'émission, les pouces, les abonnements, etc. C'est des petits gestes là, que prenez le temps de reprendre le téléphone dans votre main ou par exemple sur votre télé, votre télécommande, puis d'aller mettre un pouce. Je sais que c'est pas toujours aussi simple qu'avec une souris dans les mains sur un ordinateur, mais ça fait une énorme différence pour nous. Et ça fait croître la communauté. Puis venez jaser de tout ça aussi sur Discord, que ce soit littérature ou quoi que ce soit d'autre. Il y en a vraiment pour tous les goûts là, sur les multiples salons là, du Discord de Star Wars en direct. Donc, voilà, de la part de toute l'équipe et de la part de Jean et moi-même, ben, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous. Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.